Février 1945, Iwo Jima. Takahashi Toshiharu était accroupi dans son bunker en béton, observant les chars américains s'approcher à travers la cendre volcanique. Il avait attendu ce moment. Son unité s'était entraînée pendant des mois à détruire les blindés ennemis. Il connaissait les points faibles du char Sherman. Il s'était exercé avec des mines à plonger et des charges explosives. Le char s'arrêta à 140 mètres de sa position, trop loin pour une charge suicide, assez proche pour être touché par le canon anti-char de 47 mm dans le bunker voisin. Puis quelque chose se produisit que Takahashi n'avait jamais vu auparavant. Là où le canon principal aurait dû tirer un obus, un jet de liquide jaillit du canon, orange et noir, se déplaçant comme de l'eau dans les airs. La flamme frappa le bunker voisin. Takahashi entendit les hurlements. Il écrivit dans son journal ce soir-là: l'ennemi a été brûlé avec un lance-flamme. La flamme est sombre avec de la fumée noire. Je ne pouvais même pas voir à 3 cm devant moi. Takahashi survécut ce jour-là. La plupart de son unité ne survécut pas. Ce dont il fut témoin était le début de l'arme la plus terrifiante de l'Amérique dans la guerre du Pacifique. Une arme qui se révélerait plus efficace pour nettoyer les fortifications au cours des 4 mois suivants que tout autre système déployé. Une arme contre laquelle les défenseurs japonais n'avaient aucune contre-tactique. Et le pire, c'est qu'ils ne l'ont jamais vu venir. Le général Tadamichi Kuribayashi arriva sur Iwo Jima en juin 1944 avec une seule mission: faire payer si cher aux Américains pour cette île qu'ils reconsidéraient l'invasion du Japon lui-même. Kuribayashi n'était pas un commandant japonais type. Il avait vécu en Amérique. Il avait étudié la capacité industrielle américaine. Il comprenait que le Japon ne pouvait pas égaler la puissance de feu américaine dans une bataille conventionnelle. Alors il décida de ne pas mener une bataille conventionnelle. Imaginez la terreur de ces hommes découvrant soudain que leur forteresse de béton devenait leur tombeau de feu. Kuribayashi étudia chaque défaite japonaise dans le Pacifique: Tarawa, Seppan, Peleliu. Le schéma était toujours le même. Les commandants japonais rencontraient les Américains au bord de l'eau. Ils lançaient de glorieuses charges banzai. Les canons navals américains et les avions les massacraient en terrain découvert. Kuribayashi prit une décision révolutionnaire. Il n'y aurait pas de charge banzai sur Iwo Jima, pas de rencontre avec l'ennemi sur la plage, pas de mort glorieuse en combat ouvert. Ces hommes combattraient depuis le sous-sol. Pendant 8 mois, 5000 soldats japonais passèrent presque chaque instant éveillés à creuser. Ils sculptèrent 18 km de tunnels interconnectés dans la roche volcanique. Le plan original prévoyait 27 km, mais les bombardements américains interrompirent la construction. Ce qu'ils achevèrent était suffisant. Le système de tunnels atteignait 7 étages de profondeur à certains endroits. Des chambres souterraines assez grandes pour contenir 300 hommes, des hôpitaux avec des salles d'opération à 23 mètres sous la surface, des centres de commandement connectés par des kilomètres de fils téléphoniques. En surface, 1500 positions fortifiées parsemaient l'île. Des bunkers en béton avec des murs de 1,2 mètres d'épaisseur. Des portes en acier qui ne s'ouvraient que pour tirer, puis se refermaient hermétiquement. Chaque position était conçue avec des champs de tir entrecroisés. Chaque centimètre de la surface de l'île pouvait être balayé par les canons japonais. Le génie était dans les connexions. Quand les Américains nettoyaient un bunker avec des grenades, les soldats japonais battaient en retraite par les tunnels et le réoccupaient par en dessous. Des positions dont la capture prenait des heures tiraient à nouveau en quelques minutes. Kuribayashi avait transformé 21 km² de roches volcaniques en une forteresse qui défiait les tactiques militaires conventionnelles. Le renseignement américain estimait que l'île tomberait en 5 jours. Avant que les marines ne débarquent, les forces américaines livrèrent le bombardement le plus lourd de toute l'île du Pacifique. 74 jours consécutifs de bombardements aériens, 6800 tonnes d'explosifs largués sur 21 km² de roches. Puis la marine arriva. 22 000 obus de cuirassés et de croiseurs. L'île disparut sous la fumée et le feu. Les planificateurs américains étaient confiants. Rien ne pouvait survivre à ce genre de punition. Les officiers du renseignement prévoyaient une résistance légère. Le bombardement détruisit moins de 200 des 1500 positions fortifiées. Le système de tunnels était pratiquement intact. La plupart des soldats japonais n'avaient pas été touchés. Ils restèrent assis dans leurs chambres souterraines et attendirent. Kuribayashi leur avait donné des instructions spécifiques. Laisser les Américains débarquer. Les laisser avancer à l'intérieur des terres. Les laisser penser que le bombardement avait fonctionné. Puis ouvrir le feu de toutes les directions à la fois. 19 février 1945. 30 000 marines frappèrent les plages d'Iwo Jima.
Jima. La première vague ne rencontra presque aucune résistance. Certains marines pensèrent que le bombardement avait effectivement fonctionné. C'était un silence né d'une discipline surhumaine. Pendant près d'une heure, des milliers d'artilleurs japonais observèrent la force d'invasion débarquer à travers leurs meurtrières. Ils pouvaient voir les cibles, ils pouvaient entendre les marines crier, mais pas un seul homme n'appuya sur une gâchette. Ils attendirent dans l'obscurité, respirant le soufre et la poussière jusqu'à ce que le piège soit plein. Puis Kuribayashi donna l'ordre. Chaque position de canon cachée ouvrit le feu simultanément. L'artillerie depuis le mont Suribashi, les mitrailleuses depuis des bunkers invisibles dans la cendre volcanique, les mortiers préenregistrés sur chaque mètre de la plage. Le sable noir engloutit les véhicules. Les chars ne pouvaient pas grimper les terrasses abruptes. Les marines n'avaient nulle part où se cacher sur la plage découverte. À la tombée de la nuit, 2400 Américains étaient morts ou blessés. Les marines n'avaient avancé que de 640 mètres et ils n'avaient même pas encore atteint la ligne défensive principale. Ce qui suivit devint des semaines de combats grotte par grotte, bunker par bunker. Les marines nettoyaient une position, avançaient, prenaient des tirs par derrière alors que les soldats japonais émergeaient des tunnels. Les lance-flammes portables aidaient, mais ils avaient des limitations fatales. Un opérateur devait s'approcher à moins de 37 mètres d'un bunker tout en portant 32 kg de carburant sur son dos. Les tireurs d'élite japonais ciblaient spécifiquement les opérateurs de lance-flammes. Au troisième jour, les commandants des marines étaient désespérés pour tout ce qui pouvait briser le schéma. C'est alors que 8 chars Sherman modifiés arrivèrent d'Hawaï. 5 mois avant Iwo Jima, le colonel George Unmacht assembla une équipe à Schofield Barrack à Hawaï. Unmacht commandait le projet le plus secret des services de guerre chimique dans le Pacifique. Sa mission était simple à énoncer et presque impossible à réaliser. Construire une arme qui pouvait brûler les soldats japonais hors des grottes sans faire tuer des Américains dans le processus. Le problème était bien compris. Les lance-flammes portables fonctionnaient, mais les opérateurs mouraient à des taux horrifiants. Ils devaient s'approcher des bunkers. Ils étaient lents. Ils étaient des cibles évidentes. Ce dont un mast avait besoin était un lance-flamme qui pouvait frapper des cibles à distance, transporter assez de carburant pour des opérations soutenues et protéger son équipage du feu ennemi. La solution était évidente. Mettre un lance-flamme sur un char. Les tentatives précédentes avaient échoué. Le système canadien Ronson avait une portée de seulement 55 à 73 mètres. La capacité de carburant permettait seulement 30 secondes de tir. Les défaillances mécaniques dépassaient 40%. L'équipe d'Unmacht devrait repartir de zéro. Unmacht réquisitionna 25 hommes du 117e bataillon de construction navale. Les Seabees, ce n'étaient pas des marins ordinaires. C'étaient des mécaniciens, des soudeurs, des électriciens et des machinistes qui avaient construit des aérodromes sous le feu à travers le Pacifique. Ils résolvaient des problèmes qui déconcertaient les ingénieurs conventionnels. Les Seabees travaillèrent aux côtés de la 43e compagnie de laboratoires chimiques et du 5e bataillon de chars des marines. Armée, marine et marine ensemble, unis par un seul objectif. Ils commencèrent avec 8 chars moyens Sherman M4A3. Le canon principal de 75 mm fut retiré. À sa place fut installé un projecteur de flammes connecté à 1135 litres de carburant épaissi au napalm. Le système fonctionnait sous haute pression, poussant la portée au-delà de 140 mètres. Certains tirs atteignaient 180 mètres dans des conditions idéales. Chaque char nécessitait 1200 heures hommes de modification, 1100 connexions électriques changées, 150 pièces usinées sur mesure. Les Seabees travaillèrent jour et nuit, dormant par quart à côté de leur équipement de soudage, testant et échouant et testant à nouveau. En janvier 1945, 8 chars étaient prêts. Ils semblaient identiques aux Sherman standard de l'extérieur. Les défenseurs japonais ne sauraient pas qu'il s'agissait de chars lance-flammes avant le premier tir. Les chars lance-flammes arrivèrent sur Iwo Jima le 3e jour de combat. Les commandants des marines n'étaient pas sûrs de quoi en faire. Il n'y avait aucune doctrine pour les lance-flammes mécanisés, aucune formation sur la façon de les intégrer à l'infanterie. Les équipages de chars le découvrirent eux-mêmes. La première cible fut un bunker en béton qui avait arrêté une compagnie de marine pendant 6 heures. L'artillerie ne pouvait pas le fissurer.
Les grenades ne pouvaient pas atteindre les meurtrières. 3 marines étaient morts en essayant de s'approcher assez près avec des lance-flammes portables. Le Sherman roula jusqu'à 140 mètres. Encore trop loin pour que les canons anti-chars japonais puissent pénétrer le blindage frontal de manière fiable. Une rafale de flammes. 4 secondes. Le napalm s'écoula dans le bunker par la meurtrière. Il consuma tout l'oxygène à l'intérieur. Les défenseurs moururent avant de pouvoir crier. La nouvelle se répandit instantanément à travers les lignes des marines. Les chars lance-flammes pouvaient faire en secondes ce que l'infanterie ne pouvait pas faire en heure. En quelques jours, chaque commandant de marine sur Iwo Jima demandait le soutien de chars lance-flammes. Ressentez-vous l'horreur absolue de ces soldats réalisant qu'aucun courage ne pouvait les sauver de ce feu liquide? Les soldats japonais n'avaient jamais rien vu de tel. Leur bunker était conçu pour résister aux bombes et aux obus, en béton et en acier qui pouvaient absorber des coups directs de canon naval. Rien de tout cela n'importait contre le feu liquide. Le carburant gélatineux ne brûlait pas seulement à l'impact. Il éclaboussait contre le béton et s'accrochait au mur. Il trouvait chaque interstice, chaque fissure, chaque conduit de ventilation. Il se déversait dans les tunnels et se répandait à travers les chambres souterraines. Les soldats qui survivaient à l'explosion initiale mouraient par épuisement de l'oxygène. Le feu consommait tout l'air dans les espaces clos. L'impact psychologique était dévastateur. Les vétérans se souvinrent plus tard que le son était presque aussi terrible que la chaleur, un rugissement pressurisé distinctif comme un moteur à réaction qui démarre, noyant le craquement sec des tirs de fusil. Quand ce son résonnait à travers les tunnels, chaque homme à l'intérieur savait que le seau était brisé et que la mort était à quelques secondes. Un commandant japonais capturé dit plus tard aux interrogateurs américains que ces hommes abandonnaient les positions au moment où ils entendaient un Sherman approcher. Pas quand les chars tiraient, quand ils entendaient les moteurs. La peur était si intense qu'elle frôlait la panique. Le colonel Fred Caldwell fut témoin d'une scène qui captura le désespoir des soldats japonais face aux chars lance-flammes. Un officier japonais chargea hors de sa grotte vers un Sherman qui approchait. Il était seul. Il ne portait que son sabre de samouraï. Caldwell regarda l'homme courir directement vers un véhicule blindé, sabre levé, hurlant. Le commandant du char le vit venir. Il orienta le projecteur de flammes et tira. Le jet de napalm l'engloutit instantanément. Il disparut avant de pouvoir faire un autre pas. Tout seul contre le char, se souvint Caldwell plus tard. Je ne sais pas ce qu'il pensait faire, mais Caldwell comprenait quelque chose que l'officier ne pouvait pas admettre. Il n'y avait rien d'autre à faire. Pas de contre-tactique, pas de mesures défensives, pas de moyen de riposter contre une arme qui tuait à 140 mètres de distance. Le code du samouraï exigeait l'action. Alors l'officier chargea et mourut. Le journal de Takahashi Toshiharu décrit ce qui est arrivé aux soldats qui ne pouvaient pas échapper au char lance-flammes. Son unité reçut l'ordre de charger un Sherman qui approchait avec des charges explosives. 8 hommes. Leur mission était de s'approcher assez près pour détruire le char avant qu'il ne puisse tirer. Ils n'eurent jamais l'occasion. Le char s'arrêta à 90 mètres trop loin pour charger. Il n'avança pas. Puis les marines firent quelque chose de pire que de les brûler. Ils effondrèrent l'entrée de la grotte. Takahashi écrivit ce soir-là: « Nous avons été enterrés vivants profondément sous terre. 8 personnes qui étaient censées mourir en chargeant les chars ont été profondément enterrées sous terre. Il n'y a pas d'air, de nourriture et d'eau. On devient une momie comme ça. » Il survécut en creusant à travers les décombres avec sa baïonnette, tandis que d'autres transportaient les débris vers l'arrière dans l'obscurité. Des heures de travail pour créer un trou de la taille d'une tête humaine. Sur les 8 hommes ordonnés de charger le char, seul Takahashi s'échappa. Les chercheurs militaires britanniques analysèrent l'efficacité des lance-flammes après la guerre. Leur conclusion expliquait tout. Les armes conventionnelles produisaient une mort ennemie pour 1022 litres de carburant dépensé. Les lance-flammes produisaient une reddition ennemie pour 34 litres. Le ratio signifiait que les lance-flammes étaient 30 fois plus efficaces pour causer des redditions que des morts. C'était une arme psychologique se faisant passer pour une arme incendiaire. Les soldats japonais qui combattraient jusqu'à la mort contre les balles et l'artillerie se rendraient plutôt que d'affronter les flammes. Les mêmes hommes qui chargeaient les mitrailleuses avec des baïonnettes abandonneraient les positions fortifiées à la vue d'un char lance-flammes. Kuribayashi avait construit la défense parfaite contre les armes conventionnelles, mais il n'avait aucune réponse à la terreur. Les Japonais avaient des armes anti-chars. Le canon de 47 mm pouvait pénétrer le blindage Sherman à courte portée. Mais la courte portée était le problème. Les chars lance-flammes opéraient à 140 mètres.
Le canon de 47 mm devait frapper le blindage latéral pour être efficace, ce qui signifiait que le char devait passer devant la position du canon. Les Sherman ne passaient jamais. Ils s'arrêtaient à distance et brûlaient le bunker sans jamais exposer leurs flancs. Les escouades suicides avec des mines à plonger étaient théoriquement efficaces. Un soldat avec une charge creuse sur un poteau pouvait détruire n'importe quel char s'il l'atteignait. Mais l'atteindre signifiait sprinter à travers la zone de mise à mort ouverte sous le feu de mitrailleuses du char et de l'infanterie de soutien, puis survivre assez longtemps pour faire exploser la mine. Presque personne n'y arrivait. Les chars lance-flammes avaient trouvé la brèche dans la doctrine défensive japonaise. Ils pouvaient tuer au-delà de la portée de toute arme que les défenseurs possédaient. Les chars lance-flammes avaient un autre avantage que les soldats japonais ne pouvaient pas anticiper. Ils semblaient identiques aux Sherman ordinaires. Les Seabees avaient monté le projecteur de flamme à l'intérieur d'un tube factice conçu pour ressembler exactement au canon original de 75 mm. De l'extérieur, il n'y avait aucun moyen de distinguer un char lance-flamme d'un Sherman standard jusqu'à ce qu'il tire. La planification défensive japonaise supposait que les chars s'engageraient avec des canons et des mitrailleuses. Ils positionnaient les armes anti-chars en conséquence. Quand un Sherman s'approchait d'un bunker, les défenseurs s'attendaient à un duel. Leur canon contre le canon du char, les deux camps échangeant des tirs jusqu'à ce que l'un soit détruit. Au lieu de cela, la première indication que quelque chose était différent était le jet de napalm frappant déjà leur meurtrier. La tromperie acheta à l'équipage du char la seule chose qui importait: le premier tir. Les 8 chars lance-flammes à Iwo Jima prouvèrent le concept. Okinawa prouverait que cela pouvait être étendu. Le 713e bataillon de chars convertit ses 54 Sherman en chars lance-flammes spécifiquement pour l'invasion. Le bataillon entier, rien que des lance-flammes. Ils débarquèrent en avril 1945 et passèrent les 3 mois suivants à brûler à travers la ligne Shuri, la position défensive la plus formidable que le Japon ait jamais construite. Les résultats furent stupéfiants. Le 713e tua 4788 soldats japonais. Ils en capturèrent 49. Les pertes du bataillon furent de 8 tués et 1 disparu, un ratio de mise à mort de près de 600 contre 1. Ils dépensèrent 287 850 litres de napalm brûlant les positions japonaises à travers le sud d'Okinawa. Certaines estimations placent le total à plus de 757 000 litres, incluant toutes les opérations. Un Seabee qui opéra un char lance-flammes sur Iwo Jima résuma l'efficacité de l'arme. Nous avons fait en 6 heures avec 4 chars de carburant ce qu'un bataillon de chars et 3 compagnies d'infanterie avaient essayé de faire pendant 5 jours. Le général Kuribayashi mourut sur Iwo Jima fin mars 1945. Son corps ne fut jamais retrouvé. Sa stratégie défensive avait fonctionné exactement comme prévu contre les armes conventionnelles. Le bombardement échoua. L'assaut initial cala. Les pertes américaines montèrent exactement comme il l'avait prédit. Puis 8 chars changèrent tout. Les tunnels qu'il construisit pour protéger ses hommes devinrent le mécanisme de leur mort. Plus ils allaient profond, plus ils étaient piégés quand les flammes arrivaient. Les secteurs où les chars lance-flammes opéraient virent 70% de pertes américaines en moins. Ils tuèrent également plus de 6000 soldats japonais, soit par incinération, soit par suffocation dans des grottes scellées à travers Iwo Jima et Okinawa combinés. Les hommes qui les opérèrent en parlèrent rarement par la suite. Certains eurent des cauchemars pendant des décennies. Un opérateur de chars lance-flammes rêva qu'il combattait des incendies au lieu d'en allumer. Kuribayashi construisit sa forteresse pour vaincre tout ce que l'Amérique avait utilisé dans la guerre du Pacifique. Il ne pouvait pas se préparer pour une arme qui n'existait pas avant que les Seabees ne la construisent. Les flammes sont mortes il y a des décennies. Comprenez-vous maintenant la terreur absolue qui habitait ces hommes dans leurs derniers instants face à l'enfer mécanique?